Avez-vous déjà été jugé injustement, mis à l'écart, méprisé ou fait sentir insignifiant pour des raisons que vous ne pouviez pas comprendre? Pour une compagnie aérienne multimilliardaire, tout a commencé avec une simple valise rayée et un homme en sweatshirt gris ordinaire. Le personnel au sol a vu un moins que rien qu'il pouvait intimider. Le commandant de bord a vu une nuisance à écarter. Il ne pouvait pas savoir que l'homme qu'il s'apprêtait à humilier n'était pas juste un autre passager. Dans 9 minutes, leur monde allait être bouleversé parce qu'ils venaient de lancer les bagages de leur nouveau propriétaire. Ce n'est pas seulement une histoire d'identité erronée. C'est une histoire de ce qui arrive quand le karma règle ses comptes à 10 000 mètres d'altitude et que la facture arrive à échéance pour tout. Restez jusqu'à la fin. L'air dans le terminal 2F de l'aéroport Charles de Gaulle était chargé du cocktail habite d'anxiété, de café réchauffé et de produits de nettoyage. C'était une symphonie de chaos dirigée par le rythme incessant des valises à roulettes et des derniers appels d'embarquement déformés par les haut-parleurs. Le docteur Philippe Moreau attendait patiemment dans la file désorganisée et interminable pour le vol 712 d'RL du Midi à destination de Nice, une oasis de calme dans une mer de voyageurs frénétiques. Il était habillé intentionnellement pour passer inaperçu, un sweatshirt gris anthracite ordinaire, un pantalon de jogging noir confortable et une paire de baskets usées. Ses cheveux étaient attachés en un chignon pratique et élégant. Le seul indice de luxe était le design minimaliste et élégant de sa valise cabine, une valise en fibre de carbone de la marque allemande boutique Rimowa. C'était un cadeau d'un ancien partenaire commercial. Plus pratique qu'ostentatoire, mais pour un œil averti. Elle criait richesse discrète, les yeux à la porte d'embarquement F24. Cependant, était loin d'être avertie. L'agent d'embarquement, dont le badge indiquait Élodie Dubois, semblait avoir mâché des citrons depuis le début de son service. Son visage était un masque permanent d'impatience forcée, ses lèvres une ligne fine et désapprobatrice. Elle aboyait des ordres aux passagers, sa voix perçant le bruit ambiant. Ayez vos cartes d'embarquement et passeports prêts. Seulement un article personnel et une valise cabine. Nous allons mesurer les bagages. Quand Philippe arriva au premier rang, il offrit un sourire poli et fatigué. Bonjour. Élodie ne retourna pas le salut. Ses yeux clignotèrent du visage de Philippe à sa tenue ordinaire, puis se fixèrent sur la valise Rimowa. Un sourire à peine perceptible, mais dégoulinant de condescendance toucha ses lèvres. Sans même le regarder, gesticulant vaguement vers le gabarit de taille à côté de son pupitre, Philippe regarda sa valise. Puis de nouveau Élodie. Je pense qu'elle fait la taille standard d'un bagage cabine. Je voyage avec elle tout le temps. Sa voix était calme et uniforme, ne trahissant aucune irritation. Il observait, collectait des données. Après tout, c'était une mission d'investigation. Tout le temps sur quelle compagnie? Répliqua Élodie, son ton impliquant que Philippe était probablement plus familier avec des compagnies low cost qui avaient des règles plus laxistes. RL du Midi a une politique stricte. Mettez-la dans le gabarit. Avec un soupir silencieux, Philippe souleva la valise légère et la glissa sans effort dans la cage métallique. Elle s'adapta parfaitement avec de l'espace à revendre. Il regarda de nouveau Élodie, arquant un sourcil interrogateur. Le visage de l'agent d'embarquement se tendit. Être prouvé faux si publiquement semblait être un affront personnel. Elle se pencha sur le comptoir, plissant les yeux. Les compartiments supérieurs dans cet appareil sont sensibles. Nous enregistrons à la porte toutes les valises à roulettes pour équilibrer la charge. C'était un mensonge flagrant, et tous deux le savaient. L'homme directement devant Philippe avait embarqué avec une valise à roulettes du double de la taille, et Élodie n'avait même pas scié. Il portait un costume sur mesure et une Rolex. Philippe portait un sweatshirt. L'équation était simple et laide. Philippe ne contesta pas le point. D'accord, dit-il doucement. S'il vous plaît, faites attention avec elle. Il y a de l'équipement fragile à l'intérieur. Il avait son ordinateur portable principal dans son sac à dos. Mais sa tablette de recherche secondaire et quelques prototypes sensibles étaient dans la valise. Élodie arracha la valise par sa poignée, ses mouvements brusques et agressifs. Elle colla une étiquette d'enregistrement à la porte rose vif avec une force inutile. Elle va avec le reste. Pas de traitement spécial, se moqua-t-elle, poussant la valise vers un bagagiste qui attendait près de la porte de la passerelle d'embarquement. Alors que Philippe scannait sa carte d'embarquement, la machine émit un bip vert. Élodie arracha le talon avec une floritura et le lui tendit sans un mot. Ses yeux déjà focalisés sur la personne suivante dans la file, renvoyant Philippe comme s'il n'avait jamais existé. Philippe marcha le long de la passerelle d'embarquement, un nœud se serrant dans son estomac. Il ne s'agissait plus de la valise. Il s'agissait du manque de respect désinvolte et infondé, de la moquerie, de la supposition. C'était un symptôme d'une maladie beaucoup plus profonde, et il commençait à suspecter que toute la compagnie aérienne était infectée. L'acquisition qu'il avait finalisée à peine 72 heures auparavant ressemblait moins à une acquisition commerciale et plus à un exorcisme. Il s'arrêta à la petite.
Fenêtre de la passerelle d'embarquement. Regardant vers la piste pluvieuse en bas. Le personnel au sol travaillait sous la lueur dure des projecteurs. Le bagagiste de la porte, un homme corpulent nommé Julien Mercier, entra dans son champ de vision, traînant la valise Rimowa derrière lui. Il ne la plaçait pas sur le tapis roulant. Il marchait vers la soute de chargement avec un air distinct d'agacement, comme si la valise elle-même l'avait offensé personnellement. Et alors il le vit. Il arriva à la porte de la baie de chargement, regarda brièvement autour de lui. Avec un grognement d'effort, ne plaça pas la valise. Il ne la chargea pas. Il la lança. L'élégante coque en fibre de carbone vola quelques mètres dans les airs et atterrit avec un craquement audible et malsain sur la rampe métallique avant de rouler dans l'obscurité de la soute. Philippe se figea. Une colère froide et aiguë, précise et puissante, perça son extérieur calme. Ce n'était pas la colère chaude et fugace d'un passager frustré. C'était la rage glaciale et focalisée d'un PDG voyant un employé mettre le feu à un actif d'1 million d'euros. Cette valise contenait plus que de l'électronique. Elle contenait la preuve dont il avait besoin. La preuve très publique, très claire et très stupide d'une culture si cassée qu'elle venait de lancer la propriété de son nouveau propriétaire dans le ventre de l'avion comme si c'était des ordures. Le compte à rebours de 9 minutes, jusqu'à leur découverte venait de commencer. L'image de sa valise percutant la rampe était gravée dans l'esprit de Philippe. Le son du craquement résonnait plus fort que le moteur qui s'accélérait. Il se retourna depuis la fenêtre, sa mâchoire serrée, et marcha de retour le long de la passerelle d'embarquement vers la porte. Sa démarche maintenant remplie d'un objectif qui n'était pas là quelques instants auparavant. Élodie Dubois traitait toujours les passagers, son visage un masque d'autorité ennuyé. Elle leva les yeux et son expression s'aigrit instantanément en voyant Philippe revenir. L'avion est en cours d'embarquement. Vous devez aller à votre siège, dit-elle, sa voix teintée de la condescendance lasse d'une enseignante réprimandant un enfant difficile. Votre bagagiste vient de lancer ma valise dans la soute de chargement. J'ai entendu le craquement d'ici. J'ai besoin de parler à un superviseur immédiatement, déclara Philippe, sa voix basse, mais portant un poids indéniable de commandement. Élodie roula des yeux si fort que c'était presque théâtral. Monsieur, le personnel au sol est formé pour manipuler les bagages. Je suis sûr qu'elle va bien. Maintenant, s'il vous plaît, montez dans l'avion avant de retarder le vol. Je ne vais pas monter dans cet avion tant que je n'aurai pas l'assurance que ma propriété n'a pas été détruite, insista Philippe, refusant d'être renvoyé. Il y a des milliers d'euros d'électronique sensible dans cette valise. Votre compagnie aérienne en est maintenant responsable. Le mot responsable fut un déclencheur. L'expression ennuyée d'Élodie s'aiguisa en colère défensive. Vous me menacez? Julien sait ce qu'il fait. Vous retenez la file. Je peux vous faire retirer de ce vol pour être un passager perturbateur. La confrontation attirait l'attention. D'autres passagers ralentirent, leur curiosité éveillée par le drame qui se déroulait. Cette escalade publique était précisément ce qu'Élodie voulait éviter. Pourtant, sa propre nature abrasive l'alimentait. De la porte de la cabine émergea une figure, exudant un air d'autorité infranchissable. Le commandant Michel Dufour, un pilote vétéran avec des tempes argentées et une mâchoire qui semblait taillée dans le granit, marcha vers la porte. Il avait le port d'un homme qui n'avait pas entendu un nom depuis des décennies. Quel est le problème ici, Élodie? Sa voix résonna. Une voix de pilote parfaite conçue pour transmettre le calme et le contrôle. Bien qu'il l'utilisait maintenant comme une massue, ce passager, dit Élodie, gesticulant vers Philippe avec un mouvement de son stylo, refuse d'embarquer. Il fait des accusations infondées sur le personnel au sol et retarde notre départ. Le commandant Dufour dirigea son regard vers Philippe. Il ne vit pas un scientifique respecté ni un titan de l'industrie. Il vit un homme en sweatshirt causant des problèmes. Son évaluation fut instantanée et absolue. Nous avons un horaire à respecter. Mon personnel au sol est composé de professionnels. Tout problème que vous croyez avoir avec votre valise, vous pouvez déposer une réclamation quand nous atterrirons à Nice. En ce moment, vous avez deux options, prenez votre siège ou nous pouvons vous débarquer et vous pouvez prendre le prochain vol s'il y a de la place. Commandant, répondit Philippe, rencontrant son regard arrogant sans ciller. Avec tout le respect, votre professionnel vient de lancer ma propriété plusieurs mètres sur une rampe métallique. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je ne demande pas un formulaire de réclamation pour plus tard. Je demande une responsabilisation maintenant. Je veux que vous récupériez la valise pour que je puisse l'inspecter. Une hôtesse de l'air junior, une jeune femme nommée Sophie, avec des yeux nerveux et larges, avait suivi le commandant et observait l'échange avec une horreur croissante. Elle pouvait voir la valise en fibre de carbone depuis la porte de l'avion et avait vu la manipulation brutale de Julien Mercier. Elle savait que Philippe disait la vérité. Dufour se moqua, un sourire d'humour touchant ses lèvres.
Récupérer une valise d'une soute de chargement complètement chargée. Vous devez plaisanter. Cela nous retarderait d'au moins 1 heure. Nous perdrions notre créneau de décollage et cela coûterait à cette compagnie aérienne des milliers d'euros. Tout ça pour votre petite valise cabine. Il se pencha légèrement, baissant sa voix à un grognement conspirateur. Prenez un conseil. Ne faites pas de vagues. Montez dans l'avion, asseyez-vous et profitez du vol. C'est ce qu'il y a de mieux. C'était une menace voilée dans le langage d'un conseil amical. La dynamique de pouvoir était claire. Le commandant décoré, l'agent d'embarquement enraciné, contre le passager solitaire. Philippe ressentit un profond sentiment de clarté. Ce n'était pas juste un employé mécontent ou un bagagiste maladroit. C'était la culture. Elle coulait du haut vers le bas. D'un commandant qui croyait que son horaire était plus important que la propriété d'un passager. D'un agent d'embarquement qui jugeait les clients par leurs vêtements. Cette compagnie aérienne n'échouait pas seulement dans sa logistique. Elle était moralement en faillite. Sa résolution se durcit. Il n'allait pas gagner cette bataille ici, pas en tant que passager. Mais la guerre était déjà gagnée et il ne le savait simplement pas encore. Il fit un hochement de tête lent et délibéré. D'accord, commandant. Vous avez rendu parfaitement claire la position de la compagnie aérienne. Il se retourna sans un autre mot et marcha le long de la passerelle d'embarquement. Sophie, l'hôtesse de l'Air Junior, le rencontra à la porte avec un sourire forcé et apologétique. Sa sincérité un contraste marqué avec l'hostilité à la porte. Ce n'est pas ta faute, dit Philippe, donnant à la jeune femme un regard bref et rassurant. Merci. Il trouva son siège en 2 bytes, première classe. Alors qu'il s'installait, il remarqua Élodie Dubois et le commandant Michel Dufour partageant un rire à la porte, secouant leur tête comme s'ils venaient de gérer un petit enfant particulièrement amusant. Il pensait qu'ils avaient gagné. Il pensait qu'ils l'avaient remis à sa place. Philippe sortit son téléphone. Il écrivit un seul message texte crypté à son assistant exécutif, exécuter protocole d'annonce d'acquisition pour AM vol 712 à l'atterrissage à NCE. Que monsieur Blanchard me rencontre à la porte. Pas de presse, seulement lui. Et que la sécurité sécurise tout le matériel CCTV de la porte F24 de CDG et de la piste environnante. Avec effet immédiat, il appuya sur envoyer. L'avion commença son recul depuis la porte. À travers sa fenêtre, il vit la piste glissante de pluie s'éloigner alors qu'il montait dans le ciel gris. Ici en haut à 10 000 mètres, tout semblait paisible. Mais Philippe savait qu'au sol se préparait une tempête de sa propre création. Et quand ils atterriraient à Nice, il serait celui qui toucherait terre. Le vol de 1 h 20 vers Nice fut une classe de maître en civilité tendue. Les hôtesses de l'air de première classe, ayant été informées par Sophie du passager difficile en 2 bytes, traitèrent Philippe avec une courtoisie prudente, presque craintive. Elles satisfirent ses demandes d'eau et d'un accès Wi-Fi avec une efficacité robotique et rapide, évitant le contact visuel chaque fois que c'était possible. Philippe, pour sa part, fut un passager modèle. Il ouvrit son ordinateur portable personnel, celui de son sac à dos, et travailla en silence, son visage un masque de concentration sereine. Il rédigeait un plan de restructuration corporative multiphase. Son titre était Projet Phénix, une nouvelle RL du Midi. La voix du commandant Dufour arriva par l'interphone plusieurs fois, douce, confiante et complètement inconsciente. Il signala les Alpes, commenta leur vent arrière favorable et promit une arrivée anticipée. Pour les passagers, c'était la voix de Dieu. Pour Philippe, c'était la voix du passé, une relique d'une culture corporative qu'il était sur le point de raser jusqu'aux fondations. Alors que l'avion commençait sa descente finale vers Nice, le timbre familier retentit dans la cabine. Sophie, faisant sa vérification finale de sécurité, s'arrêta à côté du siège de Philippe. « Docteur Moreau, dit-elle doucement, ayant vu le nom sur son manifeste de passager. Je voulais juste dire à nouveau, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé à Paris. Ce n'était pas bien. » Philippe leva les yeux de son écran et donna à la jeune femme un sourire authentique. C'était le premier qu'il offrait depuis le début du test. « Sophie, c'est ça ? Merci. Ta gentillesse n'est pas passée inaperçue. » Les mots étaient simples, mais portaient une signification que Sophie ne pouvait pas encore comprendre. L'avion toucha le sol avec une légère rescousse, roulant doucement vers le terminal. Alors qu'ils approchaient de la porte, Philippe le vit. Debout juste à l'intérieur du terminal, visible à travers les grandes fenêtres, se tenait un homme dans un costume impeccablement coupé, ayant l'air profondément mal à l'aise. Il était pâle, transpirant légèrement malgré l'air frais de Nice, et se tordait les mains. C'était Arnaud Blanchard, le bientôt ex-PDG d'RL du Midi. Le signal de ceinture de sécurité retentit. Alors que les autres passagers de première classe commencèrent à bouger, ramassant leurs affaires, Philippe resta assis, fermant calmement son ordinateur portable. Il n'était pas pressé. Il laissa les hommes d'affaires anxieux et les couples en vacances passer devant lui.
Le commandant Dufour émergea de la cabine, un sourire satisfait sur son visage après un autre vol réussi. Il se tint à l'avant de la cabine, disant au revoir aux passagers. Quand ses yeux rencontrèrent ceux de Philippe, son sourire vacilla, remplacé par un éclair d'agacement, comme surpris qu'il soit même en première classe. Il lui fit un hochement de tête sec et dédaigneux et détourna son attention. Finalement, Philippe se leva et récupéra son sac à dos. Il marcha à l'avant de l'avion où Sophie se tenait à côté de la porte ouverte. Passez une bonne journée, docteur. Moreau dit Sophie chaleureusement. Toi aussi, Sophie. J'ai le sentiment que les choses sont sur le point de s'améliorer beaucoup, répondit Philippe avec un sourire énigmatique. Il sortit de la passerelle d'embarquement et entra dans le terminal. Arnaud Blanchard se précipita immédiatement avant, son visage un mélange de panique et de déférence forcée. Docteur Moreau, bienvenue à Nice. Je suis venu dès que j'ai reçu votre message. Tout va bien. Sa voix était un glapissement nerveux. Tout est loin d'aller bien, Arnaud dit Philippe froidement, sa voix assez forte pour que l'équipage de vol, encore en train de rôder près de la porte, l'entende. Mais nous pouvons discuter de cela dans un environnement plus privé. S'il vous plaît, faites apporter ma valise enregistrée à la porte au salon présidentiel immédiatement. Ne laissez personne l'ouvrir ou l'altérer. Blanchard hocha frénétiquement la tête, aboyant déjà dans son téléphone à un subordonné invisible. Oui. La valise Rimowa, étiquette rose pour docteur Moreau immédiatement. Manipulé avec un soin extrême. Le commandant Dufour et le reste de son équipage avaient maintenant débarqué. Il vit le PDG de la compagnie aérienne ramper devant l'homme en sweatshirt qu'il avait renvoyé si dédaigneusement à peine quelques heures auparavant. La confusion lutta avec l'horreur naissante sur son visage. Élodie Dubois, qui venait d'arriver à la porte pour gérer le vol entrant, vit la scène et se figea, sa mâchoire pendante. « Monsieur Blanchard, qu'est-ce que c'est ?» demanda Dufour, sa voix perdant son retentissement confiant. Blanchard lui lança un regard de pure terreur, comme si le commandant venait de maudire dans une église. « Commandant, c'est. Philippe l'interrompit. Il se retourna pour faire face au commandant et à l'agent d'embarquement. Son expression illisible, son calme plus menaçant que n'importe quel cri. « Commandant Dufour, mademoiselle Dubois, dit-il, sa voix claire et tranchante. Permettez-moi de me présenter. Je suis le docteur Philippe Moreau. » Il fit une pause, laissant le nom pendre dans l'air pendant un moment avant de porter le coup final et dévastateur. Il y a 72 heures, j'ai finalisé l'acquisition de participations majoritaires d'RL du Midi par ma société d'investissement. Ce qui signifie qu'à partir de ce moment, je suis votre nouvel employeur. Son regard passant au PDG émacié, Arnaud, le salon, s'il vous plaît. Nous avons beaucoup à discuter. En commençant par le manque complet et total de respect que vos employés ont pour les actifs de cette compagnie et ses clients ou, dans ce cas, son propriétaire. Silence. Un silence lourd et étouffant tomba sur la porte C11. Le bruit de fond de l'aéroport sembla s'évanouir dans le néant. Le visage d'Élodie Dubois était passé de pâle à un blanc fantomatique, sa bouche s'ouvrant et se fermant silencieusement comme un poisson hors de l'eau. L'arrogance légendaire du commandant Michel Dufour disparut soudain. Son regard se transforma en une panique pure. On aurait dit que le sol venait de se dérober sous lui à 10 000 mètres d'altitude. Sophie, toujours debout à la porte de l'avion, porta une main à sa bouche. Ses yeux s'élargirent d'incrédulité et d'un début de satisfaction. Philippe regarda une dernière fois l'équipage abasourdi, puis se retourna sur ses talons. Il ordonna calmement à Arnaud de le suivre. Alors que le PDG tentait de garder le rythme, l'équipage du vol Septembre 112 resta immobile au centre du terminal. Le poids de leurs actions venait enfin de retomber sur eux, lourd et irréversible. Ils n'avaient pas seulement maltraité un passager, ils avaient défié quelqu'un beaucoup plus puissant qu'ils ne l'imaginaient. Et cette personne venait de reprendre le contrôle de la situation. Le salon présidentiel d'RL du Midi ressemblait à une caricature du luxe corporatif. Dames fauteuils en cuir, des panneaux en bois sombre, et de la très valant plus qu'un salaire annuel. Un lieu conçu pour isoler les dirigeants de la réalité. Aujourd'hui, c'était devenu une salle d'audience improvisée. Et le jugement allait commencer. Philippe s'installa dans la grande chaise habituellement réservée à Arnaud Blanchard. Pendant ce temps, Arnaud faisait les 100 pas près des grandes fenêtres donnant sur la piste. Il s'essuyait le front avec un mouchoir en soie. Quelques minutes plus tard, un directeur d'aéroport arriva avec la valise Rimowa abîmée. La fissure que Philippe avait entendue se voyait clairement sur le coin supérieur de la coque en fibre de carbone. La valise était rayée et sale. Philippe passa doucement les doigts sur les dégâts comme s'il examinait une blessure. Il ne l'ouvrit pas. Les dégâts visibles suffisaient comme preuve. Il demanda à Arnaud de s'asseoir. Celui-ci obéit immédiatement. Arnaud tenta alors de se justifier. Il expliqua qu'il était consterné et que les employés impliqués seraient licenciés immédiatement. Il essayait d'éviter une tempête plus grande.
Philippe leva la main pour le faire taire. Il répondit que renvoyer quelques employés n'allait pas régler le problème, que cet incident révélait une maladie profonde dans la culture de la compagnie, une culture encouragée ou ignorée pendant des années. Philippe demanda ensuite le taux moyen de départ à l'heure depuis Paris pour le trimestre. Arnaud répondit hésitant qu'il était d'environ 76%. Philippe répéta calmement le chiffre. Il souligna que ce genre de pression poussait les pilotes à intimider les passagers pour éviter les retards, uniquement pour protéger les rapports trimestriels et les bonus de direction. Arnaud resta silencieux, pâle. Philippe enchaîna. Il demanda combien de plaintes de clients étaient enregistrées dans le dossier d'Élodie Dubois. Un cadre junior s'avança et lut depuis sa tablette. Il annonça 19 plaintes en 2 ans, principalement pour comportement grossier. Philippe demanda alors quelles sanctions avaient été prises. Le cadre expliqua qu'elle avait reçu 2 avertissements et un simple cours en ligne. Philippe laissa échapper un rire amer. Il expliqua que cliquer sur une présentation PowerPoint n'était pas une solution à un problème de culture interne. Son téléphone vibra. On l'informa que le matériel CCTV était sécurisé. Il déclara alors qu'il voulait les dossiers personnels d'Élodie Dubois, du bagagiste Julien Mercier et du commandant Michel Dufour. Il voulut également toutes les plaintes clients des 5 dernières années, les enquêtes de satisfaction des employés, les plaintes syndicales, ainsi que les registres de maintenance de toute la flotte A321. Il précisa que son audit ne concernait pas seulement un bilan financier, c'était l'audit de l'âme de la compagnie. La porte du salon s'ouvrit. Le commandant Dufour et Élodie Dubois entrèrent, escortés par la sécurité. Ils avaient été convoqués pour attendre le nouveau propriétaire. Ils semblaient perdus dans cet environnement luxueux. Philippe les ignora volontairement un moment, leur laissant sentir le poids de leur situation. Il annonça ensuite que la phase 1 de son plan commencerait le lendemain à 8 heures. Tout le conseil d'administration devrait insister à une vidéoconférence concernant une restructuration complète. Enfin, Philippe se tourna vers les 2 employés. Il demanda à Élodie pourquoi elle avait menti et abusé de son autorité. Elle expliqua, en larmes, qu'elle était stressée. Philippe répondit qu'elle pensait simplement qu'il n'était personne, et qu'elle s'était trompée. Puis il se tourna vers le commandant Dufour. Il rappela son arrogance et son mépris, et le fait qu'il avait menacé un passager. Dufour répondit qu'il avait pris une décision de commandement pour assurer un départ à l'heure. Philippe répéta calmement les mots. Il expliqua que cette décision n'était qu'un moyen de protéger un système défaillant, et qu'il aurait dû traiter chaque passager avec le même respect, peu importe son apparence. Philippe se leva et annonça que les 2 employés étaient suspendus en attendant une enquête complète. Ils devraient rendre leurs identifiants et quitter l'aéroport. La sécurité les escorta hors du salon. Philippe observa ensuite les avions de la compagnie sur le tarmac. De belles machines, mais rongées par une pourriture interne qu'il devait désormais éliminer morceau par morceau. Les conséquences immédiates étaient terminées. Le véritable nettoyage allait commencer. Les premières 72 heures du mandat du docteur Philippe Moreau ne furent pas passées dans un bureau d'angle, mais dans les tranchées. Il transforma le siège de Nice en salle de guerre, non pas contre les concurrents, mais contre l'inertie interne. Les données qu'il reçut révélèrent un schéma clair. Le problème ne venait pas seulement d'Élodie Dubois. C'était un système entier, et Paris en était l'épicentre. Les scores de satisfaction des employés étaient les plus bas du réseau de la compagnie. Les plaintes citaient le manque de personnel, les heures supplémentaires forcées et une équipe de direction qui gouvernait par intimidation. Le cours de recyclage en ligne était une blague récurrente parmi le personnel. Un exercice sans signification de cocher des cases que tout le monde savait était un substitut au leadership réel. Julien Mercier, le bagagiste, avait 2 réprimandes antérieures pour avoir endommagé des bagages. Toutes 2 dégradées en avertissements verbaux après l'intervention du syndicat, arguant que le personnel au sol surmené était soumis à des normes impossibles. Ils avaient raison, mais pour les mauvaises raisons. La direction réduisait le personnel pour économiser de l'argent, menant à des employés épuisés et ressentis qui déchargeaient leur frustration sur les bagages. Mais le dossier le plus révélateur appartenait au commandant Michel Dufour. Son historique de 30 ans n'était pas aussi impeccable qu'il le prétendait. Bien qu'il n'ait jamais causé d'incident majeur, son dossier était parsemé d'annotations. Les copilotes avaient déposé des rapports confidentiels, notant son attitude de cow-boy, poussant les limites en conservation de carburant et contournant occasionnellement les protocoles de communication pour se retrouver en tête de la file d'atterrissage. Il y avait une douzaine de plaintes de passagers, toutes remarquablement similaires, arrogants, dédaigneux et condescendants. Il était une légende dans la cabine, mais un passif pour la marque. Son ancienneté et sa position puissante au sein du syndicat des pilotes l'avaient complètement isolé. C'était un exemple classique de ce que Philippe appelait des performeurs toxiques à haut rendement. D'âmes personnes qui atteignent les métriques, mais empoisonnent la culture autour d'elles. Philippe ne se contenta pas de lire des rapports.
Il parcourut les étages. Il visita les salles de repos, les hangars de maintenance et les centres d'appel portant sa tenue simple et anonyme. Il ne s'annonça pas comme le propriétaire. Il écouta simplement. Il entendit des mécaniciens se plaindre de devoir cannibaliser des pièces d'un avion pour en réparer un autre en raison de retard d'approvisionnement. Il entendit des agents de réservation au bord des larmes alors qu'il traitait avec des clients en colère. Armé de rien de plus qu'un système informatique cassé et un script qui offrait des excuses au lieu de solutions. Sa conversation la plus importante fut avec Sophie, l'hôtesse de l'air junior du vol 712. Philippe la fit venir à Nice, non pour une audience disciplinaire, mais pour une consultation. Ils se rencontrèrent dans un café tranquille loin du siège corporatif. « J'ai besoin que tu sois honnête avec moi, Sophie, dit Philippe, remuant son café. Oublie que je suis le propriétaire. Dis-moi comment c'est vraiment de travailler ici. Sophie, initialement nerveuse, commença à s'ouvrir. Elle parla d'une culture de peur et d'épuisement. Les hôtesses de l'air senior accaparaient les meilleures routes et traitaient les membres juniors comme des serviteurs personnels. Les pilotes, en particulier les commandants seniors comme Dufour, étaient traités comme de la royauté, leur comportement jamais questionné. Elle parla de la pression pour retourner les avions si rapidement que les vérifications de sécurité étaient précipitées et le nettoyage était superficiel. Nous l'appelons le haussement d'épaule d'air L du Midi, expliqua Sophie. Quelque chose est cassé. Un passager est contrarié. Le catering est faux. Et la direction hausse simplement les épaules. Ils nous disent de nous débrouiller, d'improviser. Après un moment, tu commences aussi à hausser les épaules. Tu arrêtes de t'en soucier parce qu'il semble que la compagnie a arrêté de s'en soucier il y a longtemps. Cette phrase, le haussement d'épaule d'air L du Midi, frappa Philippe comme un coup physique. Elle encapsulait parfaitement l'apathie systémique. Ce n'était pas de la malice, c'était de l'indifférence. Une pourriture qui s'était installée depuis le bureau exécutif jusqu'à la piste. Arnaud Blanchard et son conseil d'administration avaient été obsédés par le prix des actions, l'expansion des routes et la couverture du carburant. Ils regardaient des feuilles de calcul, pas des personnes. Ils voyaient les passagers comme des unités de revenus et les employés comme des coûts de main-d'œuvre. Ils avaient pressé jusqu'à la dernière goutte de bonne volonté de la compagnie jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une coquille vide et fragile. L'incident à Paris n'était pas une anomalie. C'était une inévitabilité. Le parcours technologique de Philippe lui donna une perspective unique. Il vit la compagnie aérienne non comme une collection d'avions, mais comme une plateforme massive et profondément défectueuse de logistique et d'expérience utilisateur. Et elle échouait à tous les niveaux concevables. Armé de cette intelligence de terrain, il convoqua la réunion d'urgence du conseil. La vieille garde, une collection d'hommes en costume gris identique, apparut sur l'écran vidéo géant dans la salle du conseil, leur visage un mélange de confusion et d'appréhension. Arnaud Blanchard était assis à la table avec Philippe, ayant l'air d'un homme en route vers sa propre exécution. « Bonjour, messieurs, commença Philippe, sa voix calme et dépourvue d'émotion. Je suis sûr que vous vous demandez tout pourquoi j'ai convoqué cette réunion. Au cours des 3 derniers jours, j'ai réalisé un diagnostic profond de notre compagnie. Les résultats sont prêts. Nous ne subissons pas de turbulences. Nous sommes en piqué et la cabine a été vide pendant des années. Il ne cria pas. Il ne s'emporta pas. Il exposa simplement les faits. Une pièce de preuve condamnatoire après l'autre, les plaintes de clients, les enquêtes d'employés, les rapports de sécurité. L'histoire de Sophie et le haussement d'épaule d'air L du Midi. Vous avez piloté cette compagnie en regardant un tableau de bord défectueux, leur dit-il. Vous avez mesuré les départs à l'heure, mais pas l'épuisement des employés. Vous avez suivi les métriques de manipulation des bagages, mais pas le coût d'une réputation détruite. Vous avez optimisé pour les profits trimestriels tout en laissant la valeur à long terme de notre marque se corroder comme de l'aluminium non traité. Il regarda chacun de leurs visages sur l'écran. La culture de cette compagnie aérienne est cassée. La confiance de nos employés a disparu. La loyauté de nos clients est sous assistance respiratoire. Le haussement d'épaule d'air L du Midi se termine aujourd'hui. Le changement n'arrive pas. Il est là et il commence au sommet. Il fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer dans la salle silencieuse. Arnaud, merci pour ton service. Ta démission sera acceptée avec effet immédiat avec un package de départ standard. Le reste d'entre vous avez jusqu'à la fin de cette réunion pour décider si vous faites partie de la solution ou partie du problème que je suis sur le point de résoudre. La nouvelle RL du Midi sera construite sur une fondation de respect. Respect pour le client, respect pour l'équipe et, plus important encore, respect pour les personnes qui portent notre uniforme. Ceux qui ne partagent pas cette vision trouveront les portes de sortie clairement marquées. C'était une déclaration de révolution. L'ère du haussement d'épaule était terminée.
L'ère de la responsabilité avait commencé. Une semaine plus tard, Philippe Moreau s'adressa à toute la compagnie dans une assemblée générale en direct de toute l'entreprise. Elle fut diffusée à chaque hub, chaque salle de repos, chaque hangar de maintenance et aux tablettes de chaque équipage de vol. Où qu'il soit dans le monde. Il se tenait sur une scène simple dans un hangar à Nice avec un jet d'air L du Midi fraîchement repeint derrière lui. Le logo était subtilement différent, plus élégant, plus moderne. Le slogan en dessous disait « Élevé par le respect ». Il ne ressemblait pas à un PDG typique. Il portait un blazer élégant sur une chemise simple, mais pas de sweatshirt. Son autorité ne venait pas d'un costume de pouvoir. Elle venait de ses mots et de la conviction inébranlable derrière eux. Je m'appelle Philippe Moreau et je suis le nouveau propriétaire de cette compagnie aérienne. Je ne suis pas ici pour vous parler de synergie ou de valeur pour les actionnaires. Je suis ici pour parler d'une promesse. La promesse que nous faisons à chaque personne qui choisit de voler avec nous et la promesse que nous devons nous faire les uns aux autres. Il commença à leur raconter une histoire. Il n'utilisa pas de nom, mais tous ceux qui avaient entendu les rumeurs savaient exactement de quoi il parlait. Récemment, un passager, un client, a été maltraité à l'une de nos portes, dit-il. Il a été jugé par son apparence. Ses préoccupations ont été rejetées et sa propriété a été intentionnellement détruite par un employé qui avait oublié ce que signifie prendre soin. Le système de la porte à la cabine lui a fait défaut. Ce passager, c'était moi. Un halètement audible collectif se propagea parmi les milliers d'employés regardants. Les rumeurs étaient vraies. C'est à propos du fait que cela aurait pu arriver à n'importe qui, et les données montrent que cela arrive à nos clients trop souvent, et cela se termine maintenant. La responsabilité n'est pas une punition. C'est la fondation d'une culture saine. Puis le karma fut délivré. Il n'était pas vengeur ni personnel. Il était précis, professionnel et dévastatricement juste. L'ex-PDG, Arnaud Blanchard, a démissionné pour poursuivre d'autres opportunités. Plusieurs membres du conseil d'administration ont également quitté. Nous les remercions pour leur service. C'était une exécution corporative polie. Au niveau opérationnel, les employés à Paris directement impliqués dans l'incident du vol 712 ont été licenciés pour conduite grave et violation de notre code de conduite. Pour Élodie Dubois, le licenciement n'était que le début. Le nouveau chef des ressources humaines de Philippe construisait un nouveau module de formation pour tous les 30 000 employés. La pièce maîtresse de cette formation obligatoire en personne de plusieurs jours était une étude de cas anonymisée. Elle utilisait le matériel CCTV de l'interaction à la porte et de l'incident sur la piste comme un exemple de manuel d'échec culturel. Elle détaillait comment le biais d'un employé, le mépris d'un gestionnaire et la frustration d'un bagagiste pouvaient coûter à la compagnie des millions en dommages réputationnels. Élodie Dubois ne serait pas seulement sans emploi. Son héritage serait de servir d'avertissement perpétuel pour chaque futur employé d'RL du Midi. Pour Julien Mercier, les conséquences furent également rapides. Il fut licencié pour destruction intentionnelle de propriété. Mais l'équipe juridique de Philippe lui envoya également une facture pour la valise de 4 000 €, accompagnée d'une lettre indiquant que la compagnie poursuivrait agressivement une action légale contre tout employé dont les actions délibérées causaient des dommages financiers à la compagnie aérienne ou à ses clients. Le message était clair: tu le casses, tu le paies. Mais le karma le plus dur était réservé au commandant Michel Dufour. L'ancienneté n'est pas un bouclier pour l'arrogance, dit Philippe à la foule silencieuse. L'uniforme d'un commandant dénote la plus grande responsabilité, pas le plus grand privilège. L'emploi du commandant Michel Dufour a été terminé. Cela envoya une onde de choc à travers la communauté des pilotes. Licencier un commandant vétéran de 30 ans était inouï. Mais Philippe alla plus loin. Un audit interne des registres de vol du commandant Dufour, provoqué par son comportement sur le vol 712, a révélé un schéma de non-conformité avec les procédures opérationnelles standards et de nombreuses plaintes de passagers qui ont été systématiquement ignorées par la direction précédente. Il a démontré un mépris constant pour les principes centraux de gestion des ressources de l'équipage, qui placent la communication et le travail d'équipe au cœur de la sécurité aérienne. En conséquence, dans l'intérêt de la sécurité publique, RL du Midi a envoyé nos conclusions à la DSAC pour un examen complet de sa licence et de ses qualifications. Ce fut le coup définitif. Il ne s'agissait pas seulement de son travail à RL du Midi, il s'agissait de toute sa carrière, de son identité. Philippe avait atterri le dieu du ciel, non par rancune, mais simplement en tenant son historique à la lumière. Sa propre arrogance, documentée pendant des années, fut l'instrument de sa chute. Le système qu'il avait si bien joué avait, sous nouvelle direction, finalement tenu responsable. Il ne piloterait probablement jamais un avion commercial à nouveau. Philippe pivota ensuite les conséquences à l'engagement. Il annonça une augmentation salariale de 10% pour tout le personnel non exécutif en vigueur immédiatement.
Il annonça un investissement de 100 millions d'euros dans de nouveaux équipements au sol, des systèmes informatiques mis à jour pour les agents d'embarquement et des salles de repos rénovées. Il annonça la création d'un conseil des employés où des représentants élus de chaque département pilote, hôtesse de l'air, mécanicien, bagagiste auraient une voix directe dans les réunions trimestrielles avec lui. Il termina son discours en présentant un nouveau visage sur scène. Le vrai changement nécessite un nouveau leadership, dit Philippe. Je fais une promotion de l'intérieur. Voici une personne qui, dans un moment de pression, a montré de la gentillesse, de l'intégrité et du respect. Une personne qui n'a pas eu peur de chuchoter des excuses quand ses supérieurs criaient des insultes. S'il vous plaît, accueillez la nouvelle chef de formation et développement du service à bord, Sophie Laurent. Sophie, ayant l'air stupéfaite et submergée, marcha sur scène sous des applaudissements tonitruants. Elle était l'incarnation vivante de la nouvelle culture d'RL du Midi. La gentillesse était maintenant une qualification pour la promotion. Le respect était maintenant l'actif le plus précieux de la compagnie. L'assemblée générale se termina non avec un sentiment de peur, mais avec une vague d'espoir. La pourriture avait été exposée. Les coupables avaient fait face à des conséquences qui étaient justes mais fermes. Et un nouveau chemin vers l'avant avait été tracé, pavé d'investissement, de respect et d'une promesse que le haussement d'épaule d'RL du Midi était officiellement chose du passé. 6 mois se sentirent comme toute une vie dans la nouvelle RL du Midi. Les changements que le docteur Philippe Moreau avait mis en marche n'étaient pas simplement cosmétiques. Ils étaient sismiques, altérant la fondation même de la culture de la compagnie. Le slogan élevé par le respect n'était pas juste de la peinture sur le côté d'un avion. C'était un mandat. L'investissement de 100 millions d'euros s'était matérialisé en nouveaux tapis roulants à bagages, équipements de balayage de pointe et chariots à bagages ergonomiques et robustes. Les systèmes informatiques aux portes furent remplacés par des interfaces rapides et intuitives qui autonomisaient les agents au lieu de les frustrer. Les agents d'embarquement comme Élodie Dubois avaient été remplacés par une nouvelle génération de personnel, embauchés pour leurs compétences d'empathie et de résolution de problèmes et formés extensivement à travers le nouveau programme immersif qui présentait la tristement célèbre étude de cas 712. Sophie Laurent prospéra dans son nouveau rôle. Elle réforma complètement le manuel de service à bord. L'ancien script rigide disparut. À sa place, il y avait un cadre construit autour d'un principe simple: trouve un moyen de dire oui. Elle établit un programme de reconnaissance entre pairs appelé prix compagnon d'elle où les membres de l'équipage pouvaient nommer des collègues qui allaient au-delà. Le moral parmi les équipages de cabine monta en flèche. Ils se sentaient vus, entendus et valorisés pour la première fois en année. Le conseil des employés devint un moteur puissant pour le changement. Dames mécaniciens du hub de Marseille l'utilisèrent pour signaler un problème récurrent avec un capteur de moteur spécifique. Un problème qui avait été précédemment écarté par la direction intermédiaire comme une nuisance mineure. Le nouveau chef d'ingénierie de Philippe, un innovateur brillant chassé d'Airbus, le prit au sérieux. Une enquête mena à la découverte d'un défaut du fabricant, résultant à un remplacement proactif sur toute la flotte qui prévint probablement un incident majeur. Le conseil n'était pas juste une boîte à suggestions. C'était une partie vitale du nouveau système nerveux opérationnel et de sécurité de la compagnie aérienne. Philippe lui-même resta une présence visible et active. Il volait commercial au moins une fois par semaine, toujours en classe économique, assis dans un siège du milieu. Il parlait avec les passagers. Il aidait les hôtesses de l'air à ramasser les ordures. Il observait les bagagistes depuis la fenêtre, qui chargeaient maintenant les valises avec un soin qui frôlait la révérence. L'histoire du vol 712 était devenue une légende corporative. Une histoire d'avertissement chuchoté des nouveaux employés aux vétérans chevronnés. Un après-midi frais d'automne, Philippe se retrouva dans le terminal 2F de Charles de Gaulle. Debout à la porte F24, le même endroit où son voyage avait commencé. Il était réservé sur le vol 712 pour Nice. Il portait un costume simple, pas différent de tout autre homme d'affaires. La zone de la porte était encore occupée, mais le chaos avait été remplacé par un sens d'efficacité contrôlée. Le nouvel agent d'embarquement, un jeune homme nommé Lucas, le salua avec un sourire brillant et authentique. « Bonsoir, monsieur. Bienvenue chez RL du Midi. On dirait que nous avons une belle journée pour voler. » Alors qu'il s'approchait, il remarqua sa valise à roulettes de taille standard. « Aimeriez-vous que j'enregistre cela à la porte pour vous ? Nous avons notre nouveau service de valet. Nous l'étiquetterons avec un autocollant prioritaire et nous l'aurons. Qui vous attend à la passerelle d'embarquement quand vous atterrirez à Nice pour que vous n'ayez pas à attendre au carrousel. » Il n'essayait pas de se débarrasser de sa valise. Il offrait un service, une commodité. Ça semble merveilleux. Merci, Lucas, répondit Philippe, souriant. Il étiqueta la valise.
la plaçant doucement sur un chariot spécialement désigné avec tapis. Nous en prendrons bien soin, promit-il. À bord, l'atmosphère était différente. Les hôtesses de l'air étaient détendues et engagées, riant avec les passagers. Le commandant entra par l'interphone, sa voix chaleureuse et accueillante. Il se présenta ainsi que son premier officier par leur nom et parla de leur engagement pour un vol sûr et confortable. Il n'y avait pas d'arrogance, juste du professionnalisme. Alors que l'avion décollait, s'élevant au-dessus de l'horizon parisien, Philippe regarda par la fenêtre. Il pensa à Élodie Dupois, qui, selon une mise à jour récente des RH, travaillait maintenant dans un bureau administratif pour une compagnie de transport loin du public. Il pensa à Michel Dufour, dont l'appel à la DSAC avait été refusé, sa carrière terminée. Ils n'étaient pas des méchants dans une histoire autant que des victimes d'une culture cassée qu'ils avaient aidé à perpétuer. Leur karma dur n'était pas juste une punition. C'était le nettoyage nécessaire du bois mort pour permettre une nouvelle croissance. À l'atterrissage à Nice, exactement comme Lucas l'avait promis, sa valise Rimowa, une nouvelle qu'il avait lui-même achetée, l'attendait à la fin de la passerelle d'embarquement. Impeccable et intacte. Une hôtesse de l'air qu'il ne reconnut pas s'arrêta alors qu'il débarquait. « Docteur Moreau ?» demanda-t-elle avec hésitation. « Oui, je voulais juste dire merci, dit la femme, sa voix épaisse d'émotion. Mon mari est mécanicien à Marseille. Cette augmentation de salaire a signifié que nous avons finalement pu payer l'acompte d'une maison. Vous n'avez pas juste acheté une compagnie aérienne. Vous avez changé nos vies. » Philippe hochait simplement la tête, un nœud se formant dans sa gorge. C'était le vrai retour sur son investissement, pas le prix de l'action qui augmentait régulièrement, ni le rendement ponctuel qui menait maintenant l'industrie. C'était ceci, la maison, le sentiment de fierté, la croyance partagée en une meilleure façon de faire les choses. Il marcha vers le terminal, traînant sa valise derrière lui, juste un autre passager se mêlant à la foule. Il regarda vers le tableau des départs, vers la longue liste de vols d'Air du Midi décollant vers des destinations à travers le monde. Ce n'était plus juste une compagnie aérienne. C'était une promesse reconstruite depuis zéro, volant maintenant vers un nouvel horizon, élevée enfin par le respect. L'histoire du docteur Philippe Moreau et d'Air du Midi est un rappel puissant que la personne que vous méprisez aujourd'hui pourrait être la personne qui tient votre avenir entre ses mains demain. Elle montre que le vrai karma n'est pas juste à propos de punition, c'est à propos d'équilibre. L'arrogance et le manque de respect montrés par l'équipage étaient des symptômes d'une culture corporative malade. Et les conséquences qu'ils ont affrontées étaient un résultat direct du système qu'ils ont permis. À la fin, il a fallu une personne avec le pouvoir et la vision pour non seulement punir les coupables, mais pour guérir toute l'organisation. Qu'auriez-vous fait à la place du docteur Moreau? Auriez-vous cherché une simple vengeance ou auriez-vous reconstruit le système depuis zéro? Faites-moi savoir vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous avons tous eu des moments où nous nous sommes sentis ignorés ou manqués de respect. Partagez votre histoire. On ne sait jamais qui a besoin de l'entendre. Si cette histoire a résonné avec vous, s'il vous plaît appuyez sur ce bouton j'aime. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de la voir. Et assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires de la vie réelle, de drame, de karma et de justice ultime. Merci d'avoir écouté.